Quelle analyse faites-vous de cette victoire? On l'a vu, nette et sans bavure, 58,71% pour Benoît Hamon, 41,29% pour Manuel Valls. C'est la revanche d'un frondeur pourtant accusé d'avoir torpillé le quinquennat de François Hollande. Ça manifeste clairement, d'une manière désormais indubitable, que si les frondeurs n'étaient qu'une trentaine au Parlement, en fait, ils représentaient une bonne partie des électeurs de la gauche, ou des électeurs passés, des électeurs de 2012, de ceux qui, pour beaucoup, ne se sont pas d'ailleurs déplacés lors des scrutins intermédiaires, ce qui a expliqué les déroutes électorales du Parti socialiste. Mais là, ça veut dire effectivement qu'une certaine base électorale du Parti socialiste, eh bien, a choisi de faire campagne sur la contestation, ce qui est quand même tout le problème, sur la contestation du quinquennat encore inachevé, où c'est cette même gauche qui était au pouvoir. Donc c'est une négation en quelque sorte de soi-même. Je pense aussi que Benoît Hamon l'a emporté d'autant plus facilement qu'une bonne partie de ceux qui auraient pu voter Manuel Valls, de ceux qui sont adeptes d'une forme de réformisme plus ou moins libéral, eh bien ceux-là sont déjà en train de regarder du côté d'Emmanuel Macron et ne sont plus concernés par cette primaire. Ouais, Bruno Roger-Petit, c'est un besoin de gauche, une réaction identitaire du peuple de gauche qui s'est manifestée dans les urnes hier? Une primaire, c'est une affaire de clientèle. On l'a vu avec la victoire de François Fillon, c'est-à-dire qu'il a parlé au peuple de droite. Et quand il s'agit d'élargir, avant même que les affaires lui tombent dessus, et la séquence n'est pas terminée, paraît-il, il avait déjà du mal à étendre son potentiel électoral de premier tour. Là, effectivement, comme vient de le dire Jérôme Sainte-Marie, c'est la gauche active, sympathisante, militante qui est venue voter et régler des comptes avec Manuel Valls, notamment et surtout, avec même également la possibilité qu'il y ait eu des électeurs stratèges. J'espère que les études nous le montreront, mais il est possible qu'un certain nombre d'électeurs macronistes, en tout cas moi j'en connais, soient venus pour voter Hamon en vote révolutionnaire de façon à être sûr de sortir Manuel Valls du jeu, considérant que pour Macron c'était un candidat plus problématique. Bon. Donc du coup vous avez un candidat socialiste, pas de gauche, socialiste, qui est quand même dans une équation extrêmement compliquée. Il veut rassembler Mélenchon, qui n'a pas envie d'être rassemblé avec lui pour le moment. Il veut s'adresser à des électeurs écologistes qui n'existent plus. Et qui voient une marque de l'hégémonie culturelle de son programme. Hein, c'est ce qu'il a dit hier. Pour l'instant, la clientèle qu'il vise, puisqu'il exclut pour le moment de discuter avec Emmanuel Macron, sachant quand même qu'une partie des électeurs socialistes, comme vient de le dire Jérôme Sainte-Marie, sont déjà partis chez Macron. Et visiblement, pour l'instant, ils n'ont pas envie de revenir. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas envie de revenir. Donc, il s'adresse à un gâteau qui représente 20-25% de l'électorat de gauche ou progressiste, si j'élargis le vocabulaire. Mais oui, mais ça ne fait que cela. C'est-à-dire que pour devenir président de la République, ce qui est visiblement pas son objectif, il faut aller bien au-delà de « je vais manger le même gâteau que Jean-Luc Mélenchon », tout simplement. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe Moinet? C'est pas son objectif à Benoît Hamon d'être président de la République? C'est peut-être son objectif, mais sans doute de manière réaliste pour 2022 plus que 2017, puisqu'il faut quand même rappeler que les critères d'expérience pour être président de la République, il a été ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, ministre de l'Éducation que pendant 140 jours. Donc on voit bien qu'il a bénéficié d'une conjoncture de règlement de compte et les soldes ont été tirés par rapport au bilan du mandat de François Hollande et de Manuel Valls, plus que par une projection vraiment réaliste sur la conquête du pouvoir, même si mais il n'est pas arrivé là par hasard quand même, Jean-Philippe Moinet. Il y a eu quand même une campagne, on sait qu'il a Ça fait partie du problème de la famille socialiste qui est tiraillée doctrinalement et politiquement par son centre de gravité qui a été vers la gauche de la gauche finalement. Et donc Manuel Valls maintenant est battu, l'expérience qu'il a pu incarner est battue. Donc effectivement on voit bien que cette famille est tiraillée doctrinalement, elle n'a pas fait preuve de cohérence sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait de l'État-providence? Son rapport à la puissance publique et à la finance publique, on voit bien qu'il est un peu surréaliste, même s'il faut rêver en politique. Benoît Hamon rêve beaucoup pour trouver 400 milliards en un seul mandat. Il ne le trouvera pas. Donc je pense que les électeurs se sont sans doute fait plaisir au sein de la famille socialiste, mais qu'il y a un espace béant qui est ouvert, effectivement ça a été dit et très bien dit, propice à la fois à Emmanuel Macron et peut-être à une surprise du côté de François Bayrou qui peut lui-même profiter des difficultés de François Fillon. Bruno Jambard, pourtant la participation est quand même un atout précieux pour Benoît Hamon. Il sort conforté de cette primaire. Est-ce qu'il va jouer justement la légitimité des suffrages contre celle des sondages ? C'est évident qu'il va essayer de bénéficier de ça et il a un petit atout effectivement sur le fait qu'on a un chiffre symboliquement au-delà de 2 millions hier, ce qui n'est pas une mauvaise participation honnêtement pour une primaire du
du camp sortant. S'il y a 6 mois, on avait dit que 2 millions d'électeurs viendraient voter, on n'aurait pas tous mis notre tirelire sur ce nombre-là. Donc c'est un atout, mais la vraie ambiguïté, je crois que c'est que il est désigné hier par un électorat qui, à 60%, juge que le bilan de François Hollande est négatif. Donc il est désigné pour représenter le camp sortant en étant effectivement un opposant à la politique menée. Et ça va être, à mon avis, une quadrature du cercle assez difficile à résoudre pendant cette campagne. Comment être le candidat du sortant en étant quelqu'un qui va passer son temps à expliquer que ce n'était pas cela qu'il fallait faire? Ça va être extrêmement compliqué. Ouais. Jérôme Sainte-Marie. Non, juste, je crois que ça sera compliqué, mais il y a quand même un exemple, hein, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais Nicolas Sarkozy en 2007, qui est quand même sortant et qui explique que Jacques Chirac était un roi feignant, qu'il faut faire la rupture. Donc c'est un contexte assez différent. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il dit que Jacques Chirac ne va pas plus assez loin. Il ne dit pas l'inverse de ce qu'a fait Jacques Chirac, quand même. On n'est pas tout à fait dans la même dimension. Mais c'est vrai que c'était un des rares exemples où un Bruno candidat Jean-Bart, réussit à dépasser avant de son camp. continuer ce débat, on retourne à Matignon, puisque cette fois, c'est le Premier ministre Bernard Cazeneuve qui s'exprime. Le premier secrétaire du Parti socialiste dans la matinée, puis à l'instant avec Benoît Hamon. Je recevrai demain matin Sylvia Pinel et François de Rugy. Dans 3 mois, les Français voteront pour l'élection présidentielle. Cette élection se déroulera dans un contexte inédit pour notre pays. La France fait face en effet à plusieurs menaces de nature très différente. Sur le plan politique, celle de la mise en cause de son pacte social et de solidarité par une droite qui porte un projet de revanche et de renoncement. Celle du rétrécissement de l'abandon de ses valeurs et de son identité profonde par l'extrême droite. Sur le plan de sa sécurité, celle de la menace terroriste qui me préoccupe grandement et qui oblige le gouvernement à la plus grande mobilisation pour assurer la protection des Français et nécessite plus que jamais l'unité nationale. Sur le plan international, celle des désordres du monde et des risques qui menacent l'Europe et qui doit nous conduire à porter haut les valeurs de liberté, de tolérance, de fraternité qui font le message universel de la France. La gauche a donc plus que jamais le devoir d'être à la hauteur des échéances présidentielles et législatives du printemps prochain. Je le dis clairement et nettement, comme je l'ai dit à Benoît Hamon. Elle ne pourra l'emporter que si elle est fière d'elle-même, fière de son histoire, fière de ce qu'elle a accompli, fière de son projet pour l'avenir. Et pour ma part, je suis fier de ce que les gouvernements de Jean-Marc Ayrault, de Manuel Valls, comme celui que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, auront mis en œuvre durant ce quinquennat sous l'autorité du président de la République. Nous sommes au gouvernement la gauche des conquêtes, celle du mariage pour tous, celle du compte personnel d'activité et de la garantie jeune. La campagne électorale, si elle veut réussir, devra prendre appui sur les immenses progrès que constitue la généralisation du tiers payant, la réorientation de l'Union européenne ou l'accord historique obtenu à Paris lors de la COP21 pour garantir la mutation écologique et la protection de la biodiversité. Cette action, nous l'avons inscrite dans le long chemin des progrès que la gauche aux responsabilités a toujours apporté à notre pays, un engagement dicté par nos convictions et nos valeurs et toujours fidèle à nos convictions et nos valeurs. Hier, les électeurs ont choisi Benoît Hamon comme candidat à l'élection présidentielle. Je veux lui adresser mes félicitations pour sa victoire et pour cette campagne, je formule des vœux sincères de succès. Benoît Hamon tire de ce suffrage la légitimité qui le place désormais face à une responsabilité éminente. C'est la sienne, celle de convaincre le plus grand nombre possible de nos concitoyens. C'est à lui qu'il appartient de rassembler, de trouver les mots, les gestes, les thèmes pour ce faire. À la place qui est la sienne, le gouvernement contribuera inlassablement au rassemblement de tous les progressistes avec le souci de la crédibilité, avec une exigence constante de vérité et de confrontation avec la réalité et les défis du temps présent. Dans cette perspective, comme chef de la majorité, je prendrai ma part du travail à accomplir
avec à l'esprit le seul souci de la réussite collective et de l'intérêt général. Je veux, après les semaines de campagne qui se sont conclues hier, exprimer une pensée amicale pour Manuel Valls. Je veux saluer son action, ses combats, son engagement à les mener. Manuel Valls est un homme d'État avec lequel je suis fier d'avoir gouverné. Nous avons traversé ensemble des épreuves sans précédent qui ont frappé notre pays. Les souvenirs dans l'épreuve ont créé entre lui et moi des liens forts. Mesdames et messieurs, la gauche s'inscrit dans une histoire. Elle porte des valeurs et un message de progrès. Il y a toujours eu des différences en son sein qui ne l'ont jamais empêché de se rassembler sur l'essentiel. Et il n'y a pas de victoire possible pour la gauche sans union, sans démarche collective et claire. La gauche gagnera en 2017 si elle sait rassembler et inscrire son projet dans notre identité commune, dans l'héritage de Léon Blum, de François Mitterrand, de Lionel Jospin, dans une histoire qui est celle du combat de la gauche française pour les valeurs de justice et de progrès, dans l'exercice toujours difficile, très difficile même, du gouvernement de la France. Elle ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande, dont nous avons toutes les raisons d'être fiers des progrès qu'il aura grandement contribué à rendre possible. Cela aussi, je l'ai dit en toute franchise, clairement, nettement à Benoît Hamon. Ces valeurs, le gouvernement que je dirige continuera à les faire vivre jusqu'aux prochaines échéances électorales. Il consacrera chaque minute de son temps au service des Français. Il le fera de façon désintéressée et exigeante. Nous avons un devoir d'action et de victoire en 2017 pour la France et pour les Français. Et pour ma part, je ne serai guidé dans les mois qui viennent que par le souci de l'intérêt général et de l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Voilà pour la déclaration de Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, qui s'est livré, Bruno Roger-Petit, on vient de l'entendre, un véritable numéro d'équilibriste, on peut le dire, à la fois assurer la mobilisation du gouvernement derrière Benoît Hamon, tout en assumant la fierté aussi des actions menées durant le quinquennat de François Hollande. Si vous voulez, ce qui est terrible, c'est le sous-texte, le sous-titre. C'est-à-dire, il y a quand même deux mots-clés. Il y a un, il faut assumer le bilan, tout le bilan, rien que le bilan. Et le candidat socialiste, fût-il Benoît Hamon, ne peut pas s'abstenir de s'inscrire dans cette continuité. Or, visiblement, on a bien vu que ce n'était pas l'objectif de Benoît Hamon. Il l'a dit toute la primaire et il vient de le répéter aussi à la sortie de Matignon. Et puis deux, il emploie le mot réalisme. Réalisme. Or, chacun sait qu'une des difficultés du programme que porte aujourd'hui Benoît Hamon, c'est qu'il est accusé de tous côtés de ne pas porter un programme réaliste. Donc, comme manifestation de soutien, comme manifestation de soutien franche, enthousiaste et mobilisatrice, on a quand même vu mieux. Jean de Sainte-Marie, d'ailleurs, on sait que Manuel Valls n'assistera pas dimanche prochain à la cérémonie d'investiture de Benoît Hamon. Il va falloir compter sans ses soutiens, sans la mobilisation du gouvernement, selon vous ? Oui, là, en quelque sorte, le Premier ministre nous dit que Benoît Hamon doit mériter le soutien gouvernemental. Est-ce que c'est vraiment le sujet ? Sincèrement, ça me paraît dérisoire. Est-ce que le soutien gouvernemental renforcerait aujourd'hui un candidat ? Je ne le crois pas. Ce qui me frappe Quand on beaucoup, cherche le rassemblement, c'est important. Oui, alors ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on cherche le rassemblement d'une chose qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la gauche, mais on voit bien justement que la gauche est divisée, on va dire, au minimum en trois. Avec le Parti socialiste qui a vocation à incarner le pôle majoritaire de la gauche. Or, pour la première fois, il semblerait de manière presque certaine que le Parti socialiste, qui même dans ses pires moments, au cours des dernières décennies, a toujours été majoritaire dans son camp, eh bien aujourd'hui sera minoritaire, et ce camp même, son existence me paraît extrêmement douteuse pour les années qui viennent, la gauche. On a là au moins trois catégories qui vont, dont un des piliers de cette gauche en transformation ne se dit même plus de gauche, Emmanuel Macron. Je crois que c'est un signifiant, en quelque sorte, qui est en train d'être totalement démonétisé. C'est assez curieux de les entendre tous les deux, Benoît Hamon et Cazeneuve, donc l'évoquer. Je crois que c'est quelque chose qui bientôt ne dira plus rien à personne. Bruno Jambard, on parlait tout à l'heure des raisons de la victoire de Benoît Hamon. Est-ce qu'il y a aussi des motifs d'adhésion à ses idées, avec peut-être un besoin, on l'a dit, son programme un peu utopiste, mais un besoin aussi de la part d'une partie du peuple de gauche, de la jeunesse, de rêver un peu ?
Alors, sur les idées, c'est assez compliqué parce que quand on regarde ce que nous disent les électeurs qui ont voté à la primaire, c'est pas le revenu universel qui est le plus approuvé de toutes les propositions qui ont été faites par les candidats. Donc, ça n'est pas forcément dans ces termes-là que je dirais qu'il y a eu des raisons dans la victoire de Benoît Hamon. Des propositions nouvelles qu'il n'y avait pas En chez les revanche, autres dans les candidats, valeurs peut-être. qu'il a défendues dans sa vision de la gauche, probablement que là, oui, clairement, s'est exprimé quelque chose qui est, en tout cas dans l'électorat qui s'est déplacé, il était le plus en face, c'est-à-dire il était celui qui portait, je dirais, sur des questions comme celle de l'état d'urgence, de l'immigration, du rapport à la loi travail, en tout cas ce que pensait cet électorat-là et les valeurs qu'il incarnait. Donc c'est plus, je dirais, en termes de valeurs que de propositions elles-mêmes, probablement, qu'il a réussi à remporter cette bataille. Jean-Philippe Moinet, pardon, justement, est-ce que vous pensez qu'il a pu séduire par des propositions innovantes, Benoît Hamon? Innovation, je ne sais pas, mais en tout cas, des valeurs et postures. Et le fait de ne pas être à la fois ni sortant, ni finalement dans l'expérience, a pu faire une certaine innovation, finalement, une perception d'innovation. Mais bon, il faut rappeler quand même que le candidat issu de cette famille socialiste, au jour d'aujourd'hui, est mesuré en 5e position. Ce qui change beaucoup par rapport à 4e avec le sondage Sofres d'hier. 4e peut-être, mais bon, Mais ça peut changer, on voit bien que ça change. C'est très différent du contexte évoqué tout à l'heure de 2007 avec Nicolas Sarkozy par rapport à Jacques Chirac. On voit que là, il y a la nécessité pour les socialistes de se ressouder. On vient de voir ce qui est surréaliste. Un Premier ministre, chef de la majorité parlementaire, rendre hommage à qui? Aux perdants. En parlant de quoi? D'homme d'État. Donc on voit bien que celui qui est gagnant, selon le chef de la majorité socialiste, n'est pas homme d'État et donc pas forcément le meilleur gagnant. Jérôme Sainte-Marie. Oui, on explique beaucoup le vote pour Benoît Hamon par l'idée de rêve, l'utopie, etc. La fuite hors du réel par les électeurs de gauche. Je crois exactement le contraire. Non pas, c'est pas du tout un jugement sur le programme de Benoît Hamon, que je connais pas forcément très bien, mais c'est surtout sur les motivations des électeurs. Ça a été dit tout à l'heure, c'est un vote de clientèle. Une élection en général, mais une élection à la primaire en particulier, ceux qui se sont déplacés, apparemment, il y a quand même beaucoup aussi de gens issus de la fonction publique territoriale, tout cela, qui se disent que en soi, et puis surtout face éventuellement à François Fillon, face à une droite qui est assez résolue, il faut une gauche assez déterminée, non pas à explorer de nouveaux paysages idéologiques, mais tout simplement à défendre la dépense publique. En France, notamment les électeurs de gauche, vivent directement ou indirectement, très largement de la dépense publique. C'est ainsi, il y a une très forte redistribution, il y a 5 millions de fonctionnaires, ces gens-là se sentent menacés dans leurs intérêts concrets, de la même manière que beaucoup d'électeurs de droite sont allés voter pour leurs intérêts, notamment fiscaux. De la même manière, beaucoup d'électeurs de gauche vont voter pour leurs intérêts, donc considérer que le vote pour Benoît Hamon est un vote défensif, plus sérieux que le vote pour Valls, dont on ne savait pas finalement s'il allait s'opposer ou accompagner les réformes libérales. Il y a peut-être un sujet quand même qui concerne toutes les familles socialistes européennes et que n'a pas réglé la famille socialiste française. Par rapport, je l'évoquais tout à l'heure, l'opposition par rapport à l'État-providence et à la dépense publique. On est quand même le seul pays quasiment d'Europe, voire du monde occidental, voire du monde démocratique en tout cas, où la gauche cherche encore des solutions en démultipliant la dépense publique alors qu'on est les recordman européens de la dépense publique. On est le pays qui a les prélèvements fiscaux et obligatoires les plus importants, 57% du PIB. Et on nous dit, certes pour faire rêver, sans précision de financement, qu'il nous faudrait 400 milliards supplémentaires, prélevés où, comment, on ne sait pas. Avec l'effacement de la dette d'un claquement de doigts aussi. Avec l'effacement de la dette, avec la suppression un État-providence. prestations sociales. C'est aussi toute la question de la crédibilité de la famille socialiste qui n'a pas réglé, n'a pas profité finalement de la période du pouvoir pour être dans le réalisme qui a quand même marqué les orientations des familles social-démocrates européennes. Dire, et beaucoup, et vous étiez d'ailleurs sur ce plateau pour en parler, que le PS allait éclater, qu'il jouait sa survie, mais est-ce que depuis hier, on ne voit pas un frémissement? Est-ce qu'il ne bouge pas encore? Est-ce que Benoît Hamon ne pourrait pas justement incarner cette synthèse, ce rassemblement? On a vu hier qu'il tendait la main à Yannick Jadot, à Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais ça, c'est ce qui est extérieur à la gauche. Son problème aujourd'hui, c'est le Parti socialiste. Ce sont les membres du gouvernement socialiste qui considèrent qu'avec ses camarades frondeurs, ils leur ont pourri la vie pendant 5 ans. Ce sont 240 députés socialistes qui ne supportent plus la cinquantaine de frondeurs qui, pareil, ont pourri la vie de la majorité pendant 5 ans. Il faut savoir que très souvent, dans les réunions du groupe socialiste, au plus fort des débats sur la loi El Khomri, par exemple, les noms d'oiseaux fusaient dans la salle Colbert où se réunit le groupe socialiste. On s'injuriait. Et parfois, on était presque à 2 doigts d'en venir aux mains.
Donc vous avez aujourd'hui un certain nombre de parlementaires qui, eux, pensent à leur réélection et qui n'ont pas envie d'aller au massacre. Au cas où Benoît Hamon perdrait l'élection présidentielle, la gauche ne serait pas au second tour. Et derrière aurait la perspective de revenir à 40, 50, 60 députés socialistes. Ça ne les fait pas fantasmer du tout. Donc on entre dans une période là où il faudra observer les mouvements des uns et des autres. Je pense à Ségolène Royal, je pense à Jean-Yves Le Drian, je pense à Bertrand Delanoë, je pense à un certain nombre de personnalités références de la gauche de gouvernement, de la culture de Jean-Marc Ayrault, de la culture de gouvernement, qui n'ont pas envie que Benoît Hamon expédie le Parti socialiste au casse-pipe électoral et derrière éventuellement dans les oubliettes de l'histoire en préparant un congrès, puisqu'on en est déjà évoqué le congrès de l'après-présidentielle, qui aujourd'hui me paraît un truc absolument surréaliste. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Bruno Jambard ? Je pense qu'il faut faire attention. Moi, j'enterrerai pas le Parti socialiste aussi vite. Les grands partis sont très résilients dans la vie politique française et ils résistent souvent plus. Non, mais bien sûr que c'est compliqué. Et le juge de paix, ça va être la présidentielle. Exactement. Si le candidat du Parti socialiste termine en 4e ou en 5e position, et c'est-à-dire qu'il est devancé au moins par un des autres candidats de gauche, effectivement, là, il est en danger très important. Mais à ce jour, Macron est au deuxième tour. À ce jour, on ne peut pas exclure totalement que le candidat socialiste soit le premier des candidats de gauche en avril prochain. Et tout l'enjeu va être celui-là. Et je dirais que pour Benoît Hamon, il n'a pas fait le plus dur en gagnant la primaire, alors que pourtant il vient de très loin. Le paradoxe, c'est que, alors qu'il n'était absolument pas favori, le plus dur, c'est maintenant. C'est dans la présidentielle et dans le score qu'il va faire, qu'il va jouer à la fois son avenir personnel et effectivement la survie du Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui. Ouais, Jérôme Sainte-Marie. Je crois que le grand risque, c'est la présidentielle, mais surtout, en fait, pour le parti lui-même, c'est bien sûr les élections législatives. C'est là, finalement, c'est les élections législatives qui vont décider de la nouvelle configuration politique. De ce point de vue-là, il y a quand même énormément de députés sortants qui redoutent bien pire que le score de 93. De mémoire, c'était 57 députés socialistes survivants. Et là, 90 députés de gauche. Voilà, sur l'époque, le Parti communiste était plus important, mais là, ils s'attendent à avoir un candidat de France Insoumise dans chaque circonscription, un candidat En Marche, et bien sûr que beaucoup se disent que s'ils veulent sauver leur peau parlementaire, eh bien, ils ont intérêt à aller chez Emmanuel Macron, d'autant plus que le cours de la politique gouvernementale, finalement, les avait déjà préparés, en quelque sorte, ça a fait une fonction de sas idéologique pour aller là-bas. Je finirai juste par un point quand même, c'est que les déboires électoraux du Parti socialiste ont commencé très précisément en 2014. C'est là, au municipal, où le Parti socialiste a commencé à perdre son maillage territorial, à perdre énormément d'adhérence, que les sections sont dépeuplées. C'était donc antérieur, en réalité, au travail de sape des frondeurs. Et on ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau. Joachim Suarez, bonjour. Vous êtes directeur de l'animation territoriale de la Fondation Abbé Pierre. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Philippe Dallier, bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis, spécialiste des questions de logement ici au Sénat. Et Thierry Repentin, ancien sénateur. Vous êtes délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joachim Suarez, première question pour vous. On a vu ce rapport de la Fondation Abbé Pierre qui juge assez sévèrement finalement le bilan du quinquennat de François Hollande en matière de logement. Il y a des avancées, mais le compte n'y est pas, c'est ce que vous dites aujourd'hui ? Alors, sévèrement, c'est peut-être trop sévère. C'est plutôt un bilan en demi-teinte. Voilà, c'est d'ailleurs le titre qu'on a mis dans le rapport concernant cette appréciation qu'on porte sur ce quinquennat. Disons que le quinquennat est parti de manière très, très forte sur un plan législatif. On a eu des lois qui sont allées dans le bon sens. Je pense notamment à la loi sur la transition énergétique qui prévoit la rénovation de 500 000 logements, dont des logements sociaux pour des familles modestes. Je pense aussi au renforcement de la loi de la solidarité et renouvellement urbain dans le cadre de la loi ALUR, avec un passage à 25% pour les villes de plus de 3500 habitants qui sont dans des agglomérations d'une certaine importance, surtout en zone dense. Je pense aussi à des mesures qui ont été prises, à des circulaires, notamment la circulaire concernant les campements illicites qui visait à ce qu'on ait une approche plutôt d'ordre au niveau d'un traitement social plutôt que uniquement d'ordre public. Voilà, donc tout n'est pas mauvais, ce n'est pas ça que nous disons. Nous disons qu'en même temps, on n'est pas allé suffisamment loin dans les mesures prises et qu'il y a eu aussi des reculades, des reniements. Je pense notamment, par exemple, à l'encadrement des loyers qui, pour nous, nous semblait
pas suffisant dans ce qui est aujourd'hui, dans la mesure où la loi Allure prévoyait de le faire sur 38 agglomérations. Aujourd'hui, il n'y a que Paris et à partir de demain, Lille. Donc nous pensons que c'est un bon système de régulation en attendant d'avoir une offre suffisante. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça où on fait, je dirais, une approche plutôt équilibrée de ce bilan, mais effectivement, on pense qu'au fond, on n'est pas allé suffisamment loin. Ouais. Philippe Dallier, quel bilan vous tirez-vous du quinquennat de François Hollande en matière de logement? On sait qu'il y a eu beaucoup de débats ici au Sénat, notamment en ce qui concerne la question du logement social. Je peux partager le titre du rapport, un bilan en demi-teinte. Il y a effectivement eu, en début de quinquennat, avec Madame Duflot, un paquet de lois qui ont été adoptées. Et en parallèle de ça, on a eu une chute de la construction. Il faut quand même se le rappeler. Et c'est seulement dans la deuxième partie du quinquennat, à partir du moment où on a changé de ministre et effectivement où on est revenu sur un certain nombre de décisions, que la construction est partie. Donc je pense que ça doit aussi nous éclairer sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en matière de logement, il est évident que la notion de confiance est une notion déterminante. Alors là, je ne parle pas du logement social, je parle plutôt du parc privé. Mais on a vu les effets que cela a eu. Alors en matière de logement social, les chiffres de 2016, 130 000 sont des chiffres corrects, c'est pas les chiffres les plus hauts. On avait fait mieux dans certaines années avant la crise de 2007-2008. Donc voilà, c'est un bilan en demi-teinte avec des échecs quand même patents. La garantie universelle des logements qui avait été vantée comme la grande avancée du discours du Bourget, elle s'est complètement embourbée et puis tout cela a été retiré. Voilà, donc c'est un sujet extrêmement sensible, le logement, très important pour les Français et un sujet délicat. Il ne faut pas partir sur des grandes envolées en pensant qu'on va régler les problèmes à grands coups de texte, etc. Il faut aussi voir qu'il y a des investisseurs privés, des gens qui cherchent un logement, mais des investisseurs privés. Il faut trouver le bon équilibre. Et on a eu du mal à le trouver, je crois. Thierry Repentin, on voit quand même que les années passent et que cette question n'est toujours pas tranchée. D'ailleurs, elle est peu présente dans le débat pour cette campagne pour la présidentielle. Et si on regarde dans le détail les chiffres de ce rapport, on évoquait 4 millions de personnes en situation de mal-logement, 12 millions de personnes en situation de fragilité, des personnes qui vivent dans des situations de surpeuplement accentuées. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement pendant ces 5 années? Je voudrais dire effectivement que la question du logement, comme vous le dites d'ailleurs, et c'est une question centrale pour nos concitoyens parce que l'accès au logement, c'est ensuite l'accès à d'autres droits, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, et que dans la dignité humaine, dans la façon de se projeter dans l'avenir, de construire une famille, il y a deux choses, il y a l'emploi et le logement. Donc c'est une question essentielle. Et moi je veux revenir sur l'analyse de la Fondation Abbé Pierre, parce que finalement c'est cela qui nous réunit aujourd'hui, qui dit il y a effectivement des choses qui ont été faites, on est en bilan en demi-teinte. Moi je me souviens du rapport de la Fondation Abbé Pierre, le dernière année du quinquennat de Sarkozy, c'était un constat d'échec. Et hier, recevant la Fondation Abbé Pierre avec le président de la République, le délégué général a dit qu'il y a eu incontestablement une rupture avec le quinquennat précédent. Pour autant, il y avait un objectif à 500 000 logements. On est à 450 000 cette année. 440 000 450 000. Oui. On devait faire 150 000 logements sociaux, on est à 130 000. L'important, c'est effectivement de fixer un objectif qui permet de tirer tous les acteurs. Car on l'oublie trop souvent, l'État dans la politique du logement, c'est celui qui initie, c'est celui qui donne des moyens, mais c'est une politique qui ne peut se mettre en œuvre qu'avec les collectivités locales. Et il faudrait donc, autour de cette table aussi, il y ait des élus qui indiquent quelles ont été leurs difficultés, si éventuellement ils ne sont pas allés au-delà. Si peut-être, je vous donnerai la parole après, mais juste une réaction avec vous, Jacques Imsraï. Oui, peut-être un ou deux éléments supplémentaires sur le regard que nous portons sur ce quinquennat. Si vous voulez, il y a un peu deux choses sur lesquelles nous nous focalisons. Un, les mesures prises qui ont été, les mesures qui ont été prises concernant l'urgence sociale portent sur des questions d'hébergement. Or, c'est très bien parce qu'il faut mettre les personnes à l'abri. Nous avons quand même près de 900 000 personnes sans domicile personnel aujourd'hui, avec des gens qui dorment à la rue et qui y meurent malheureusement. Et donc ça, c'est bien de pouvoir pourvoir l'immédiateté et donc de mettre à l'abri les personnes. Mais ce ne sont pas des mesures structurelles. Les mesures structurelles pour nous sont le logement d'abord. D'ailleurs, principe qui avait été lancé par M. Apparu quand il avait été ministre du Logement en 2009. Et c'est un principe que nous partageons. Mais pour le logement d'abord, ça veut dire qu'il faut mettre le paquet et les moyens, notamment budgétaires. Or, quand même, un de nos grands regrets,
fait, c'est que lors de la signature du plan pour le logement qu'on avait fait signer aux candidats aux élections présidentielles de 2012, François Hollande s'était engagé quand même à doubler les aides à la pierre. Or, sur ce point-là, on peut remarquer qu'on n'a pas eu la promesse qui a été faite. Voilà. Ensuite, je pense qu'effectivement, il y a un contexte global qui ne permet pas forcément non plus de pouvoir avoir une construction à la hauteur. Notamment la réforme territoriale, elle essaye aujourd'hui d'essayer de trouver l'embrayage entre les objectifs nationaux et un contexte local. On sait très bien que l'habitat, les politiques de l'habitat se font à l'échelle communale, voire intercommunale. Et là-dessus, nous, on attend beaucoup des intercommunalités parce que nous savons que c'est de là que viendront les objectifs de construction. Alors, 2 interpellations pour vous, Philippe Dallier. Voilà, il faut d'abord se rappeler que les logements, on les construit dans des villes. Et que celui qui signe le permis de construire, c'est le maire. En général, Sauf lorsque le maire est récalcitrant, l'État peut se substituer à lui. Ce qui a été fait pour la première fois. Ça n'est pas ce que je veux dire. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on construit de manière importante, il faut amener les équipements publics, les crèches, les écoles. La situation budgétaire des communes est en train de se dégrader de manière très importante. Et moi, je fais le pari aujourd'hui, je regrette de devoir le faire, que dans les années qui viennent, vous allez voir que le nombre de logements construits va chuter parce que les maires ne seront plus en capacité ou de financer la surcharge foncière pour les logements sociaux et de construire les équipements publics. Donc si il n'y a pas, et moi je plaide pour ça, un partenariat État-commune, la logique de la loi SRU, c'est l'inverse, c'est la logique du bâton. Moi, je plaide pour un partenariat. On fixe des objectifs, on aide les communes à trouver et à acheter les terrains, et on construit. Et je pense que c'est dans une logique de confiance avec les collectivités locales qu'on pourra effectivement donner un coup de booster. En dehors de cela... C'est ce que préconise François Fillon, le candidat que vous soutenez pour la présidentielle. En tous les cas, nous sommes dans cette logique de partenariat, parce que vous verrez que le manque de budget des collectivités locales va peser très fort sur la politique du logement. On s'en aperçoit pas encore, mais ça vient. Votre réponse, Thierry Repentin. On n'est pas dans un monde de bisounours. La réalité, je le dis à Philippe Dallier, que je connais depuis de nombreuses années, c'est que dans la mission qui est la mienne, je suis parfois face à des maires qui, volontairement, refusent qu'il y ait du logement social sur leur territoire. Il y a 221 communes en France. Sur 1200. Des grandes communes en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1200. La loi que monsieur a citée, de passer de 20 à 25% de logements sociaux sous ce quinquennat, a aidé effectivement l'État à programmer des logements sociaux sur des territoires qui n'en voulaient pas. La deuxième chose, ça ne se faisait pas avant ce quinquennat, l'État a lui-même mobilisé son propre foncier, des terrains inoccupés par l'État, qui sont aujourd'hui vendus à des collectivités locales ou à des opérateurs pour faire du logement social. C'est soit dit en passant, 50 millions d'aides à la pierre. L'État a diminué la TVA, on l'oublie toujours, sur la construction de logements sociaux sous ce quinquennat. Pour la seule année 2016, c'est 250 millions d'aides à la pierre supplémentaire, c'est-à-dire on diminue le coût de la construction. Et je le dis, il faudra continuer pendant de nombreuses années sur ces dispositions et s'assurer qu'elles ne soient pas remises en cause. Et moi, j'ai entendu la représentante de M. Fillon aujourd'hui, parce que c'est le seul candidat... Isabelle Le Callennec, qui est... C'est le seul candidat qui n'est pas venu plancher devant la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui. Tous les autres candidats à la présidentielle étaient là, sauf lui. C'est un signe d'intérêt ou de désintérêt. Madame Le Callennec a indiqué qu'effectivement, la loi SRU serait remise en cause. Oui, mais vous ne dites pas comment, et moi je vous explique comment. Oui. Alors, je voudrais juste signaler que la loi SRU, quand même, qui date de décembre 2000, donc ça fait maintenant 17 ans, elle a quand même permis de pouvoir construire un certain nombre de logements sociaux au-delà des communes récalcitrantes. Voilà, donc il y a quand même, je dirais, ça comme point positif à faire valoir. Ensuite, notre rapport, il ne porte pas uniquement que sur une appréciation d'un bilan quinquennal. Les 2/3 du rapport, d'ailleurs, portent sur des propositions que nous faisons à travers 15 chapitres. Il faut savoir que le logement dans notre pays a toujours fonctionné sur 2 pattes. Il y a le logement effectivement social, mais il y a aussi le parc privé qui a toujours rempli une mission, une fonction sociale. Le parc privé, pour nous, c'est un des objectifs qu'il faut pouvoir mobiliser. Il faut pouvoir, je dirais, capter parmi les logements qui se libèrent chaque année. Il y a quand même 1 800 000 logements dans le parc privé qui se libèrent, alors que dans le logement social d'IHLM, il n'y en a que 500 000. Si on arriverait à capter ne serait-ce que 2%, ça ferait 30 000 logements chaque année qu'on pourrait engranger pour pouvoir le mettre justement à la disposition des personnes favorable à cette qui sont, je dirais, coincées dans les centres d'hébergement et qui ne permettent pas du coup à ceux qui sont dehors de rentrer pour sortir. Mobiliser le parc privé, c'est une très bonne idée, nous y sommes favorables. Mais alors, il y a un outil aujourd'hui qui s'appelle l'ANA.
l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Il y a des fonds, effectivement, pour aider à rénover des logements, les remettre sur le marché. Comment est-ce qu'est financé l'ANA aujourd'hui? Avec un système qui est basé sur les quotas carbone. Ce qui fait que cette agence, qui effectivement fait du bon boulot, n'a pas un budget qui est constant. L'année dernière, il a encore décru et on n'est pas efficace en la matière. Or, vous avez absolument raison, il faut rénover le parc ancien, le remettre sur le marché. Il y a aussi un autre moyen, inciter les propriétaires à louer avec des loyers modérés en échange, effectivement, d'une ristourne fiscale. Ça, ce sont des dispositifs qu'on peut améliorer. Donc, ça n'est pas uniquement le parc social d'un côté, c'est bien évidemment la mobilisation du parc privé. Et là-dessus, on n'a pas été d'une grande efficacité, on doit le reconnaître. Alors, Thierry Repentin. Je suis très favorable à mobiliser du parc vacant dans le parc privé, car paradoxalement, dans notre pays, là où vous avez une très forte attente de logements sociaux dans les grandes agglomérations, en même temps, vous avez entre 8 et 10% du parc privé, dans des copropriétés, qui est vacant. Donc il existe un certain nombre de dispositions. Il faut mobiliser les associations pour cela. Et vous me, du coup, tendez la perche pour vous dire qu'il y a une loi qui a été votée tout à fait récemment, la loi Égalité et Citoyenneté, qui va donner des moyens financiers nouveaux aux associations pour faire ce qu'on appelle de l'intermédiation locative. C'est le nom exact où le propriétaire bailleur va signer un bail avec une association, laquelle va se charger de trouver une famille HLM. Elle payera un loyer HLM et c'est notamment les maires qui sont en retard qui paieront le différentiel. Donc c'est des moyens supplémentaires. Ça, c'est à dose homéopathique. Non, pas du tout. C'est à dose homéopathique et ça concerne d'abord les publics les plus en difficulté. Et je voudrais dire qu'il y a aussi le reste du parc privé et on peut inciter les propriétaires, effectivement, par les incitations fiscales, à louer à des prix qui sont des prix inférieurs au prix de marché. Ça, je pense qu'on n'a pas utilisé assez cette possibilité. Et l'intermédiation locative, c'est une très bonne formule, mais c'est de l'homéopathie par rapport à le nombre de dossiers qu'on a à traiter. Je voudrais très rapidement conclure avec vous, Joachim Soares, peut-être en 30 secondes. On sait que la Fondation Abbé Pierre a entendu les différents candidats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a semblé le plus à même, bien pour prendre en compte cette question du logement? Quelles sont les propositions qui vous ont le plus séduit? C'est une question difficile que vous me posez d'abord parce que je n'ai pas assisté à toutes les interventions, donc je me retiendrai bien de porter une appréciation. Ce que j'ai cru comprendre de ce qui m'a été rapporté, c'est que l'ensemble des candidats ont eu des interventions plutôt de bonne tenue. Certains peut-être plus préparés que d'autres, je ne dirai pas lesquels. Ce qui nous importe, au fond, nous, à la Fondation Abbé Pierre, Monsieur Philippe Dallier l'a dit, on a vu les chiffres de la construction progresser et arriver, monter en puissance à la fin de ce quinquennat. Ce qui nous importe, c'est que le gouvernement suivant, nos gouvernants, prennent le relais de cette construction-là, quel que soit, je dirais, le bord politique, et qu'ils aient conscience qu'aujourd'hui, c'est ça qui est, je dirais, fondamental si on veut pouvoir sortir de la crise et du décalage entre les ressources des ménages en France et des loyers tels qu'ils sont pratiqués. Parce que tant qu'on aura ce décalage-là, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas une offre locative économiquement convenable, qui soit à la hauteur des ressources des ménages, on ne pourra pas sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup. Le message est passé, Joachim Soares. Première question, peut-être avec vous, Céline Parizeau, puisque on voit cette proposition de loi qui a été adoptée hier sur une réforme de la justice pénale. Un des objectifs, et je vous cite Philippe Bas, c'est aussi de permettre de dégager du temps et des magistrats. On est dans un contexte, on l'a dit, eh bien, de justice à bout de souffle. Est-ce que ce type de proposition de loi permet réellement, eh bien, de rendre la justice davantage efficace, selon vous ? Je pense pas tout à fait, non, je pense pas que ce soit le moyen le plus adapté. C'est une proposition qui revient sur un certain nombre de dispositions adoptées, notamment en 2014, et qui pour nous étaient pour certaines bonnes, notamment l'abrogation des peines planchers. Là, c'est le retour de la peine planchée. La peine planchée n'a jamais fait la preuve de son efficacité, donc c'est dommage. Ouais. Et sur cet aspect, ça dégage du temps des magistrats. Est-ce que vous êtes d'accord sur cet aspect ? Là, ça reste à prouver, je vais dire. Alors, Maître Sicard, je rappelle, donc vous êtes bâtonnier du barreau de Paris. Vous lancez cette campagne, on en parlait, de sensibilisation. La justice, aujourd'hui, selon vous, vit à l'âge préhistorique ? Il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui dise que nous avons 2 fois moins de magistrats en France qu'il y a dans un autre pays européen. En 2019, quand la campagne européenne va se lancer, on sait que tous les grands dirigeants qui veulent diriger l'Europe viennent vous dire qu'il faudra rendre des comptes en matière de justice. Qu'est-ce qu'on va répondre ? On a 2 fois moins que les autres. Et nous savons que nous avons
4 parquetiers pour 100 000 habitants. On est la dernière puissance démocratique qui en soit arrivée à 4 parquetiers. On en est à un nombre de magistrats au terme de parquet qui est équivalent à une dictature. Je ne dis pas que nous vivons en dictature, je dis il n'y a plus personne. Donc on fait quoi? Le navire coule et on nous parle de mettre des rustines alors que pour l'instant ça prend l'eau de partout. On ne peut pas ni renforcer les lois, ni les alléger, ni nous parler de procédures sophistiquées. Pour l'instant il n'y a personne pour les appliquer. En Île-de-France, qui est la région que je connais, ma région, il y a 1 million de plaintes dans les commissariats. 200 000 vont droit au panier, il n'y a pas d'enquêteurs. Et il n'y a pas de magistrats au parquet pour examiner la manière dont elles sont traitées. C'est simple, il faut le dire, il faut arrêter de mentir. On peut dire qu'après on va mettre des peines planchées, on va faire autre chose. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis du côté de défense. Ce que je sais, c'est qu'il y a 1500 postes de magistrats non pourvus et que s'il fallait administrer la justice comme l'exige la loi, il en faudrait en réalité 7000 de plus. Qui s'y colle? Alors Philippe, peut-être votre réponse, puisque je le disais, vous avez lancé depuis le mois de juillet 2016 une mission d'information au Sénat sur cette question du redressement de la justice. Ce diagnostic, vous le partagez? Est-ce que la proposition de loi, je reviens aussi à l'actualité du Sénat qui a été votée hier, ça pourrait répondre à la situation décrite par Frédéric Sicard? Ce diagnostic, c'est le nôtre. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de nous entretenir de cette question, le bâtonnier et moi. Le Sénat a donné à la commission des lois les pouvoirs d'une commission d'enquête, les pouvoirs d'investigation d'une commission d'enquête. J'ai procédé avec mes collègues à plus de 150 auditions de personnalités du monde judiciaire. J'ai visité plus d'une dizaine de juridictions. Je serai demain à la cour d'appel de Riom, la semaine prochaine à Bordeaux. Et le constat que nous faisons est accablant. Et pourtant, ça n'est pas que les moyens de la justice aient diminué. Ils ont au contraire augmenté. Plus d'ailleurs pour l'administration pénitentiaire que pour les juridictions. Mais cette augmentation depuis 10 ans, on est passé de 6 à 8 milliards d'euros de budget, n'est pas suffisante. Si nous voulons maintenant, demain, obtenir du budget de l'État les moyens nécessaires en femmes, en hommes, en ressources, magistrats, greffiers, en moyens immobiliers, j'ai vu des juridictions dans un état de vétusté insupportable. J'ai vu des magistrats travailler par 9 degrés dans leurs bureaux et dans les salles d'audience. Si nous voulons mobiliser tous ces moyens, il nous faut réfléchir à un certain nombre de réformes qui permettent que ce grand service national de la justice puisse fonctionner en traitant, avant de porter les affaires aux tribunaux, par la conciliation un certain nombre d'affaires, en donnant aux magistrats la capacité d'avoir autour d'eux une équipe, en simplifiant les procédures. Il y a des milliers de petits contentieux qui sont énormes pour ceux qui sont victimes d'un conflit pour l'achat d'une machine à laver, pour une question salariale. Il y a des milliers de petits contentieux qui s'enlisent dans nos tribunaux. Il faut absolument que la France sache traiter la justice comme on traite les affaires étrangères, comme on traite la défense, c'est-à-dire en la plaçant en dehors du conflit entre les partis politiques et en ayant une sorte d'union sacrée autour du redressement de la justice. Mais attention, ceci ne se fera pas sans réforme. Jean-Pierre Sueur, on voit bien le clivage droite-gauche aussi sur ce plateau, sur les questions de réforme pénale et de suppression, on en parlait. Mais la réforme pénale n'est qu'une tête d'épingle dans ce dossier. Oui. Le dossier, c'est les dizaines, les centaines de milliers de procédures devant les tribunaux et c'est une justice qui soit proche des Français. Fallait-il pour autant, Jean-Pierre Sueur, supprimer la contrainte pénale telle que l'a souhaité la droite sénatoriale hier? J'ai 2 points de désaccord avec Philippe Bas. Premièrement, c'est très bien de dire qu'il faut davantage de moyens. Vous savez que nous avons créé plus de 3000 postes en 5 ans dans le ministère de la Justice, que le budget a augmenté de 14%. Et cela contraste avec le quinquennat précédent où les postes avaient diminué. Alors c'est bien de nous dire, faites ce que nous n'avons pas fait quand nous étions au pouvoir. Deuxièmement, c'est bien, et vraiment bien, cher Philippe Bas, de faire cette enquête sur la condition de la justice. Mais ce n'est pas la peine de nous infliger hier une loi que j'ai qualifiée de tract, vous savez, tract électoral. C'est-à-dire qu'on va revenir sur tout ce qui a été fait. Et en particulier, vous proposez de revenir sur l'aménagement des peines, sur les sursis avec mise à épreuve et sur les alternatives à la détention.
nous pensons qu'il y a des gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être. Parce qu'il y a d'autres peines que l'enfermement. Je vois un certain nombre de personnes, de jeunes en particulier, qui, lorsqu'ils font une courte peine, ils entrent dans le milieu de la délinquance. Enfin, je veux soutenir M. le bâtonnier, très chaleureusement, parce que je fais une proposition. Il est clair que notre pays est l'avant-dernier dans les pays de l'OCDE pour les moyens de la justice. Bon, on peut dire c'est quelque chose qui date d'il y a 20 ans ou 30 ans. Peut-être 40. Peut-être 40 ans. Il est évident qu'il faut plus de moyens. Et que les moyens ne doivent pas être seulement ceux des prisons, parce que les PPP dévorent une part importante du budget du ministère de la Justice aujourd'hui. Je propose quelque chose qui n'existe pas dans ce pays. Une loi de programmation de 10 ans, où on augmenterait d'un pourcentage important le budget de la justice chaque année, et qui s'imposerait à tous les gouvernements, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on demande à tous les candidats à la présidentielle, après tout c'est la saison... Ça aurait été une bonne idée d'entreprendre cela il y a 5 ans, chers collègues. Très bien, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et nous avons créé des postes, nous avons donné des moyens, nous avons développé les alternatives à la détention. Mais maintenant, écoutez, il faut en finir avec ce retard. Et moi, je dis simplement, il faut que ce soit quelque chose qui concerne toute la nation. Et j'aimerais bien que tous les candidats à la présidentielle s'engagent pour 10 ans de manière à rattraper. Justement, peut-être, Maître C'est une Sicard, proposition oui. concrete On que je sait me que vous, permets de justement, faire vous ici. proposez un Là, c'est pacte. pas du jeu, Oui. parce que tout le monde est Pacte d'accord. justice. Le fond du problème, Oui. c'est que nous avons des candidats à la présidence de la République qui jusqu'ici n'ont pris aucun engagement. Je vais quand même être modeste, j'ai quand même lu les programmes. On a un début d'engagement d'un côté venant de dire il va falloir mettre des moyens. Il y a un autre début d'engagement, mais enfin bon, allez, on est sur quoi 1000 postes, 2000 postes, c'est pas le truc. On n'est pas aux enchères. Vous me faites discuter avec 2 de nos parlementaires qui sont les plus éminents, qui ont conscience du problème et qui, de manière fort courtoise, polie, concrète, imaginent ce que ça va être, en sachant que les candidats à la présidence de la République n'en ont cure. Parce que moi, je dis les choses comme elles sont. Monsieur le bâtonnier, excusez-moi, ça n'est pas du tout mon sentiment, s'agissant Alors, en Philippe tout cas de Bas, votre François Fillon, réponse. dont vous avez pu examiner la plateforme et qui est tout à fait prêt à en discuter avec vous et à approfondir ses propres propositions en concertation avec le barreau. Je prends, Monsieur le Président, mais il faut que les choses soient claires. Si on n'en sort pas sur 5 ans, sur 10 ans, nous sommes à une situation où quand on nous parle de déjudiciariser pour promouvoir les méthodes de conciliation, en réalité, c'est retourner à l'Arche de Pierre. Parce qu'en fait, ce qu'on imagine, c'est on va supprimer les juges, comme ça sera plus pratique, on se tapera dessus avec des os, et puis on verra le premier qui va l'emporter. C'est ça ce qu'on appelle actuellement la déjudiciarisation. Moi, je veux parler, comme vous l'avez dit, de procédures de pacification, de proximité, mais à la condition derrière qu'il y ait des juges qui puissent intervenir lorsque le conflit perdure. Et tel que c'est conçu actuellement, c'est surtout, n'en parlons pas. Je le dis très clairement, j'ai eu de longues discussions avec l'administration. C'est conçu comme un instrument d'économie de poste, alors que ça doit être conçu comme un instrument de proximité, d'humanité, car le ciment de la nation, vous l'avez dit tous les deux, c'est la justice, ce qui suppose de l'humanité, du maillage territorial pour assurer la proximité, tout simplement parce qu'un quartier où il n'y a pas de justice est un quartier abandonné et que l'on a besoin du regard du juge, que jamais une machine nous servira pour venir dire ce que vous avez fait est bien, ce que vous avez fait pas bien. Je dis toujours, on peut accepter de perdre, jamais de ne pas être entendu. C'est l'enjeu des années qui viennent. Je sais que ce que je dis est peut-être trop long, mais il faut comprendre que quand je vous dis qu'on est en train de revenir à la préhistoire, c'est que nous coulons. Nous ne sommes pas en train de nous disputer pour savoir quel est le commandant du navire. Aussi à Céline Parizeau, qu'on n'a pas beaucoup entendu sur ce plateau pour les magistrats. Et si je reviens aussi avec le texte qui a été voté hier par le Sénat, on voit, je le disais, ce clivage entre la droite et la gauche sur 2 conceptions différentes d'approche justement de la justice pénale. Est-ce que ce qui a été voté vous inquiète notamment ? Je ne tiens pas particulièrement à parler de ce projet qui, pour nous, n'est pas fondamental. Vous avez raison. C'est peut-être pas le plus intéressant du quinquennat. Par contre, effectivement, le fait que les candidats à la présidentielle ne se prononcent pas, ou très peu, sur la justice et ne consultent pas, en concertation avec le barreau, très bien, s'il pouvait y avoir aussi une concertation avec les magistrats, ce serait encore mieux. On n'a pas l'impression qu'il y a un vrai élan, même si le constat est maintenant manifestement partagé de part et d'autre sur la misère de la justice, parce que clairement il n'y a pas d'autre mot. On n'en est pas à des propositions extrêmement fortes pour un redressement.
efficace, malgré la mission en cours. Alors peut-être que ça va déboucher Qu'est-ce bientôt. que ça serait puisque le pour rapport vous, doit être Céline remis en Parizeau, un redressement efficace de la justice? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il y a deux choses. Il y a effectivement les moyens. Oui. Ça, c'est évident. Ça a été rappelé, on a 2 fois moins de juges, 4 fois moins de procureurs qu'en moyenne européenne, mais on a aussi beaucoup moins de greffiers, beaucoup moins d'aide. Le juge ne peut pas travailler seul, il doit avoir une équipe autour de lui avec des assistants, des greffiers. Ça, c'est encore presque embryonnaire. Donc il y a les moyens d'un côté, et puis il y a des réformes de simplification d'un autre côté. Ça, malheureusement, on nous les promet, on en fait un petit bout, et puis de l'autre côté, on fait des lois qui rendent les choses encore plus complexes. Donc là, ça ne va pas. Les réformes, il faut effectivement y réfléchir en profondeur et pas les faire à coup par coup pour répondre à un fait divers, une idée. Voilà, ça, c'est pas possible de légiférer comme ça. Il nous faut vraiment des réformes qui soient d'ampleur et qui soient réfléchies. Et ça, malheureusement, on peut dire que ça aura été un échec de ce quinquennat. Alors, Jean-Pierre Sueur, peut-être. Oui, moi, je voulais finalement parler sans langue de bois. J'ai regardé les débats de la présidentielle, de gauche, de droite, etc. On n'a pas beaucoup parlé de la justice. Il y a une chose qui émerge dans certaines propositions, c'est qu'il y aura X places de plus de prison. Et les gens imaginent que plus il y a de places de prison, plus on est en sécurité. Et on ne parle pas de la question des magistrats, des personnels, des greffiers, etc. Pas du tout. Or, moi, je suis absolument persuadé qu'il y a des alternatives à la détention. Par exemple, il y a moins de récidives s'il y a un sursis avec mise à l'épreuve que s'il n'y en a pas. Ça veut dire que l'aménagement des peines peut être tout à fait bénéfique. Quand j'étais maire, un jour, il y a un jardin public qui a été dévasté par 4 jeunes. Au terme d'une soirée un peu agitée, j'ai invité les parents à venir. Ce n'étaient pas des parents des banlieues périphériques du centre-ville. Je leur ai dit, voilà, deux choses l'une. Ou je porte plainte, ou j'embauche vos enfants pendant 2 mois au service des espaces verts. Après, j'ai reçu les jeunes. Pendant 2 mois, ils ont vu ce que c'était que de s'occuper des espaces verts. Eh bien, ils m'ont dit, on a vraiment, là, on a compris. Donc, il y a des peines qui peuvent être plus efficaces que de mettre des jeunes en prison pour qu'après, ils entrent dans le milieu de la délinquance. Et donc, il faut, si vous voulez, la question de la prison, c'est une chose. La prison est nécessaire, pas pour tout le monde. Elle est nécessaire, mais surtout, il faudrait faire passer, moi je pense qu'il pourrait y avoir là-dessus, c'est pas la saison de dire ça, mais tant pis, je m'en fiche, une sorte d'union nationale pour dire, voilà, quel que ce soit un parti ou un autre, il faudra pendant 10 ans un plan, on s'engage tous, et c'est vrai, tous, pour un plan de rattrapage. Parce qu'aujourd'hui, on est en retard, très en retard. Philippe Bas, peut-être, c'est ça la vérité. pourrait faire partie des propositions de François Fillon que vous soutenez. Mais, bien entendu, et je n'ai pas lancé cette mission pour le redressement de la justice sans avoir précisément ce point à l'esprit. Je l'ai dit moi-même tout à l'heure. J'apprécie la générosité et l'humanisme de mon collègue Jean-Pierre Sueur. Ça ne vous étonne pas. Dois-je dire que j'espère les partager. Mais il faut que nous veillions tous à mettre nos actes en accord avec notre philosophie. On parle d'alternative à la prison. Nombre de placements sous bracelet électronique. On est passé entre 2010 et 2012 de 5 000 à 10 000. Combien aujourd'hui de placements sous bracelet électronique? Toujours 10 000. Autrement dit, les alternatives à la prison ne se sont pas développées. La contrainte pénale, c'est des alternatives à la prison. 1000 contraintes pénales prononcées par an contre 130 000 peines de prison. Alors, je veux bien tout ce qu'on voudra, mais si les magistrats préfèrent prononcer des peines de prison, c'est peut-être aussi parce que cette réforme de la contrainte pénale a été totalement improvisée, que les services de probation et d'insertion n'ont absolument pas les moyens de la mettre en œuvre, et que quand le magistrat est en présence d'un délinquant récidiviste, il veut assumer la peine de prison comme une punition nécessaire et faire en sorte que l'on progresse vers l'impunité zéro. Mais je voudrais vous dire, parce que c'est très important, quand on parle justice, on a tendance à ne parler que de la prison. Il faut que les places de prison augmentent. Le programme qui avait été fait par Michel Mercier en 2012 a été abandonné par François Hollande. Il faut le reprendre. Mais on doit cesser d'aborder la question de la justice
uniquement en fonction du pénal. Je vous le disais tout à l'heure, nos concitoyens, les affaires familiales, les litiges commerciaux, les litiges sur les salaires, ce sont des centaines de milliers de litiges pour lesquels on est bloqué à la porte du tribunal comme au portillon dans un couloir de métro parce que la justice n'a pas les moyens de travailler. Eh bien, ces moyens, nous les obtiendrons si nous savons réformer la justice. Et nous devons le faire ensemble. Vous proposez justement un pacte justice. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que je vais vous dire, on va dire les choses clairement. Dans le programme Fillon, il y a un embryon d'une construction. C'est vrai, je l'ai lu, et on explique qu'il y a une conscience de cette nécessité de redresser les moyens de la justice. Il y avait ça aussi dans le programme Valls. Maintenant, je vais vous dire ce qui m'a frappé, c'est qu'à gauche, personne n'est imaginé la question de l'aide juridictionnelle. Il faut quand même savoir qu'en France, l'aide juridictionnelle elle est pour tout le monde, mais pas pour les smicards. Parce que les seuils est tel que nous sommes au niveau du poids économique que nous consacrons à l'aide juridictionnelle en deçà de ce qu'un Albanais, en valeur relative, consacre à l'aide juridictionnelle. Elle a beaucoup augmenté quand même. Elle a peut-être augmenté. Non, c'est sûr. Mais nous sommes encore au 37e rang. Donc au 37e rang, quand on est de la 5e puissance économique, il y a un léger delta. Et le dossier n'est toujours pas réglé. Je le sais, vous m'avez sorti de la négociation pour surtout qu'on ne parle pas des choses sérieuses. Et puis je vais parler d'autres choses encore, qui là coûtent pas. On n'est pas sur de l'argent, on est sur des choses simples. Messieurs les présidents, vous m'avez à chaque fois reçu avec beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse, dit à quel point les droits de la défense étaient à vos yeux sacrés, et je le sais, et c'est vrai. Simplement, ils ne le sont pas aux yeux de Bercy. Donc ça veut dire que chaque fois que vous dites dans une loi, il y a les droits de la défense, je repars derrière et je me prends un décret qui vient dire, allez hop, le secret, on s'en fout, vous allez nous dénoncer les clients, allons-y joyeusement. Je suis obligé de revenir vous voir en me disant, par pitié, vous qui êtes les gardiens des libertés, je le dis tant de gauche de droite au Sénat, sauvez-moi de là. Et vous me dites, je vous file un petit coup de main, on va vous redresser ça. Ça ne peut plus durer. Nous sommes la dernière démocratie moderne qui n'ait pas reconnu la valeur constitutionnelle des droits de la défense, liberté, indépendance de l'avocat, secret professionnel. Moi, je vous réponds, on fait quoi? C'est oui, c'est non. Vous m'avez dit que vous alliez saisir, et je sais que vous allez le faire, quoi qu'il arrive, quel que soit le candidat élu, l'Assemblée d'un problème constitutionnel. Il faut donner un statut au parquet, il faut donner un statut au JLD, on le sait tous. Est-ce qu'à cette occasion, vous voulez bien une fois pour toutes reconnaître que la défense est effectivement comme l'ont fait l'Amérique, les Canada, les Brésiliens, les Espagnols, les Portugais, les Marocains, tout le monde? Est-ce que vous voulez bien nous dire si oui ou non les droits de la défense? Voilà pour la partie de la défense. Du côté des magistrats, on arrive bientôt au terme de ce débat. Céline Parizeau, que souhaitez-vous, qu'attendez-vous des candidats à la présidentielle, justement? Qu'il se prononce déjà très clairement, effectivement, en faveur du redressement de la justice, en faveur de l'augmentation du budget, en faveur d'un certain nombre de réformes également, et sans que ça tourne effectivement systématiquement autour de la prison. Parce que le bâtonnier le rappelait très bien, on a aussi toute la procédure civile, le problème de l'aide juridictionnelle. Et le civil, finalement, c'est ce qui concerne en premier lieu les gens, les problèmes sociaux, les problèmes de salaire. Ça, ce sont des débats qui sont réellement importants. Et finalement, on regarde toujours la justice sous le prisme pénal parce que tous les incidents, effectivement, ça touche, quand on lit dans la presse qu'il y a eu des meurtres, c'est tout à fait normal que ça touche tout le monde. Mais ça reste une partie infime de ce que la justice traite au quotidien. Et c'est pas ça qui l'engorge le plus. Et il y a une vraie réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on peut réformer en dehors du pénal et en dehors du problème de la prison. Eh bien, merci beaucoup, Céline Parizeau. Parce que vous ne le direz pas, l'émotion des magistrats de notre pays, la charge qu'ils assument, l'importance qu'ils attachent à chacune de nos visites parce que des parlementaires s'intéressent à eux, la démoralisation que certains propos qui ont été tenus, notamment par le président de la République, a causé. Tout ça est très grave. Mais je voulais dire simplement, secondes, sur la contrainte pénale, cher président Philippe Bas, elle n'est pas assez mise en œuvre. C'est une alternative à la détention. Vous avez voté un texte hier pour la supprimer. Oui. Je pense on aura que c'est l'occasion une erreur. de revenir. Et d'autre part, le message est passé, Jean-Pierre Sueur. Merci Jean-Jacques beaucoup. Urvoas comme merci, Christiane Taubira merci, ont Jean-Pierre beaucoup été frappés à la porte de Bercy. Merci beaucoup. Il faut Vos rendez-vous avec Public Sénat.
En 2017, en France, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que leurs collègues masculins. À ce rythme, il faudra attendre l'année 2186 pour une égalité totale. Si la situation s'est améliorée, les écarts demeurent car les femmes accèdent peu aux postes de direction. Alors suffit-il d'accompagner les femmes dans l'entreprise pour briser le plafond de verre ou faut-il repenser notre fonctionnement social, la place des femmes dans nos sociétés et la division des tâches domestiques? Plus largement, qu'en est-il de la situation des femmes dans l'emploi? On en débat dans Un Monde en Doc. Un Monde en Doc, demain à 22h sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.